Allez Pierre, la vaccination, à toi. Déjà quelques chiffres. On a eu à peu près 521 000 injections qui ont été réalisées en officine et à peu près 16 300 officines qui ont participé à l'acte de vaccination, et ce, au 15 avril. On a délivré à peu près 184 000 flacons, soit 1,8 million de doses, aux autres professionnels de santé. Et je remercie vraiment les pharmaciens qui se sont investis dans la vaccination et qui ont ainsi permis d'emmener le vaccin au plus proche des patients. Pour l'USPO, il a toujours été question de ne pas être seulement considérés comme des logisticiens. Depuis le début de cette crise, nous nous battons pour que, certes, on puisse récupérer les vaccins, les flacons de vaccins et les dispenser aux professionnels, mais pas que ça. Et si c'était ne nous limiter qu'à ça, on ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, on s'est battu pour être aussi des professionnels de santé qui vaccinent. Et bien sûr, on ne va pas se borner à n'avoir que les vaccins AstraZeneca ou Janssen, mais on va se battre comme on le fait depuis le début, et on est les seuls à le faire ça depuis le début, à se battre pour avoir les vaccins ARN messagers. Quand on a des outils pour lutter contre la Covid et quand on a des outils pour se battre contre cette maladie, il faut qu'on les utilise tous. Il n'y a pas de raison que certains professionnels de santé aient accès à des vaccins et d'autres à d'autres vaccins. Il faut qu'on utilise tous les vaccins qui sont à notre disposition. Alors, déjà, on va parler vaccin par vaccin. Pour les vaccins AstraZeneca, il y a eu un élargissement de la population qui est autorisée à être vaccinée entre 55 et 59 ans avec AstraZeneca et maintenant sans comorbidité. Pour les plus de 60 ans, il y a compétition entre l'AstraZeneca et les vaccins ARN messagers qui peuvent être utilisés les uns ou les autres pour cette population-là. Depuis le début, on vous dit qu'il faut utiliser toutes les doses, que même s'il reste des doses, il faut les utiliser en faisant sauter les facteurs de comorbidité. Mais il y a une chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est ne pas vacciner des patients en dessous de 55 ans. Ça a été rappelé par toutes les instances nationales, que ce soit l'ANSM, l'HAS et autres, et ça n'est pas la cible, les patients de moins de 55 ans, du vaccin AstraZeneca. Pas plus que le Janssen, d'ailleurs, on le verra après. Donc, s'il vous reste des doses, n'élargissez pas aux patients de moins de 55 ans, c'est vraiment à déconseiller. C'est peut-être le seul cas où on va peut-être vous dire qu'il vaut mieux les jeter que de vacciner des patients de moins de 55 ans. Bien sûr, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'optimiser les flacons en allant taper dans nos listes, mais on se rend compte que c'est quand même de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir des listes complètes, mais on ne vaccinera pas les moins de 55 ans. Le délai entre deux injections de vaccin AstraZeneca est entre 9 à 12 semaines, mais plus on se rapproche des 12 semaines, meilleur est le taux de protection. Là aussi, bien évidemment, il faut être intelligent. Si on a vacciné un jour et que 12 semaines après, on tombe le 14 juillet, ça va être compliqué de faire venir les gens le 14 juillet. On va avancer d'un jour ou deux, sans aucun souci, pour faire le rappel. Mais il faut essayer d'être le plus possible à 12 semaines. Ensuite, autre question qui était posée, c'est les patients qui avaient eu moins de 55 ans et qui avaient eu une première dose d'AstraZeneca, comme les étudiants, comme les professionnels de santé. Ils n'auront pas de rappel avec l'AstraZeneca. Le rappel se fera avec un vaccin ARN messager, et ce, à 12 semaines après la première injection. Donc, vaccin ARN messager 12 semaines après l'injection. Aussi, pour les personnes qui ont eu déjà un antécédent d'infection Covid, ce sera une seule injection qui se fera 3 à 6 mois après la déclaration de l'infection. 3 à 6 mois après avoir déclaré le Covid, il y aura la dose de rappel. Pour ce qui est des commandes, donc vous avez vu qu'on a commandé il y a 10 jours les vaccins qui vont être livrés, en partie la semaine dernière, en partie cette semaine. Ça se fera sur 2 semaines parce qu'il n'y avait pas forcément les quantités nécessaires pour tout livrer en une fois, et c'est même pas sûr qu'on ait les quantités totales la semaine prochaine. Mais on va pouvoir, le portail de commande va être réouvert lundi et mardi, donc demain et après-demain, jusqu'au mardi 23h, et a priori, les quantités que nous pourrons commander seront de 1 flacon par médecin, 2 flacons par pharmacie et 1 flacon par infirmier. Et la livraison est prévue entre le 28 et le 29 avril, donc la semaine suivante, avec bien sûr un mail de confirmation que l'on reçoit souvent le jeudi ou le vendredi avant la livraison. Les modalités de facturation pour la dispensation sont les mêmes, quel que soit le professionnel de santé, médecin, infirmier, etc. Les quantités qui doivent arriver, donc la semaine du 26 avril, normalement, vont arriver dans les officines entre 2 à 300 000 doses, et la semaine du 3 mai, 1,8 million de doses. Donc vous voyez que ça monte en puissance et on devrait pouvoir avoir de plus en plus de vaccins à partir du mois de mai. En même temps, à partir de la semaine prochaine, que les vaccins vont être livrés, il va être livré des pochettes isothermes dans chaque officine entre le mercredi 21 et le 22 avril, qui vont permettre
de pouvoir donner les vaccins aux professionnels de santé, médecins, infirmiers, et de les transporter en respectant la chaîne du froid jusqu'à leur cabinet. La pochette peut tenir jusqu'à 3 flacons. On vous rappelle simplement de bien mettre les flacons droits, de ne pas les mettre couchés. Et puis aussi de ne pas mettre ces pochettes au congélateur. Elles se gardent au froid, au frigo. Et puis vous remettez les flacons dans le frigo, vous remettez les flacons dans la pochette pour la donner au médecin pour qu'il l'emmène chez lui. Une chose qui est possible aussi, c'est de s'organiser avec les autres professionnels de santé, avec les médecins, avec les infirmiers, qui ne peuvent pas forcément avoir la totalité de leurs 11 doses prévues par flacon, 11 ou 12, et de dire, ben voilà, on s'organise. Par exemple, les infirmiers, ce qui est classique, c'est de dire, ben j'ai 400 patients qui ont besoin d'être vaccinés à domicile, par contre, je n'ai pas 11. Eh bien, à ce moment-là, ils préparent leur seringue pour aller vacciner leurs patients à domicile, et nous, on garde le flacon pour terminer la vaccination, et ainsi optimiser le flacon. Ça, c'est possible. On se rend compte qu'on a quand même de plus en plus de difficultés à remplir les listes, avec des patients qui se décommandent, avec des patients qui ne viennent pas même parfois, et donc c'est de plus en plus compliqué. Même on se rend compte que les centres aujourd'hui doivent fermer. Les centres qui ont prévu de vacciner tout le week-end ont fermé samedi midi parce qu'il n'y avait plus personne à vacciner. Et ça pour moi, le fait que les centres ferment signe deux choses. Premièrement, il y a la réticence du vaccin, ça c'est clair, mais il y a aussi le fait que les centres ne sont pas la bonne réponse à ce qu'attend la population. Les populations n'ont pas envie d'aller se vacciner en centre, les populations ont envie de vacciner à proximité de chez eux et de se faire vacciner par les professionnels de santé qui les prennent en charge habituellement, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Un autre vaccin qui va arriver dans les semaines, qui devrait arriver dans les semaines qui viennent, c'est le vaccin de chez Janssen. C'est un vaccin à vecteur viral comme adénovirus, comme l'AstraZeneca, et il se présente en flacon de 5 doses. A priori, 5 doses, pas guère possibilité d'en avoir une sixième, d'après ce que l'on sait, qui est conservé au congélateur entre moins 25 et moins 15, et une fois qu'il est décongelé, il a une conservation de 3 mois entre 2 et 8 degrés. Et une fois qu'il est ouvert, une fois que l'on a percuté le percule pour prélever la première dose, il se conserve 6 heures entre 2 et 8 degrés, ou 3 heures entre 8 et 25 degrés. Donc, on se rend compte des conditions de conservation identiques à l'AstraZeneca, quel que soit le mode de conservation, mais un flacon de 5 doses, alors que 3 heures, entre 8 et 25 degrés, contrairement à l'AstraZeneca qui lui est de 6 heures, mais il y a 2 fois moins de doses aussi, donc ça doit être totalement jouable de faire, dans le temps qui est imparti, les 5 injections. Il y a eu une suspension de l'autorisation d'utiliser le Janssen aux États-Unis, et de ce fait, l'EMA doit se prononcer sur l'utilisation que l'on doit faire en France. L'attente de l'avis de l'EMA l'EMA doit rendre son avis normalement au milieu de semaine prochaine. En fonction de cet avis qui sera rendu, utilisation ou pas d'utilisation, il sera distribué les doses et nous pourrons les injecter. Les doses sont déjà sur le territoire français et sont réceptionnées par les grossistes répartiteurs. Elles sont déjà chez eux et on attend juste l'avis pour savoir si le grossiste va livrer aux pharmaciens ces vaccins. Le pharmacien sera autorisé à prescrire et à dispenser et à injecter ce vaccin, sauf si l'EMA dit le contraire pour l'instant. Et le public cible est, comme l'AstraZeneca, 55 ans et plus, et sans aucun facteur de comorbidité. Toujours 55 ans et plus. On n'injectera pas le Janssen au moins de 55 ans. A priori, ce sont les mêmes conditions d'injection, de traçabilité et de surveillance du patient qu'avec l'AstraZeneca, de même que ce seront les mêmes consommables que nous devrons utiliser, les mêmes aiguilles qui nous sont fournies avec les seringues pour l'AstraZeneca. Il n'y aura pas de commande possible la semaine prochaine, tout simplement à cause de cette attente de l'EMA, éventuellement la semaine d'après. Et là, on vous redira les modalités et surtout les quantités que nous allons être amenés à pouvoir commander et à recevoir dans nos officines. Une seule injection, pas de rappel avec le vaccin de chez Janssen. Je vous rappelle juste cette différence. Alors, une relative bonne nouvelle, qui est le vaccin Moderna. Le vaccin Moderna, donc c'est un vaccin qui est stocké à moins 20 degrés. Et une fois qu'il est décongelé, il se conserve 30 jours entre 2 et 8 degrés. Le temps de transport, et ça c'est fondamental, le temps de transport cumulé doit être de 12 heures maxi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vaccin est décongelé, il ne doit pas se déplacer pendant plus de 12 heures en cumulé. C'est-à-dire que c'est 6 heures entre le grossiste et l'officine, il restera 6 heures entre l'officine et le cabinet médical. Ça paraît beaucoup là, mais si entre le grossiste et l'officine c'est 11 heures, il ne restera plus qu'une seule heure entre l'officine et le cabinet médical. C'est 12 heures cumulées. Ce vaccin
comporte 10 doses par flacon. Et une fois le flacon ouvert, il se conserve 6 heures à température ambiante avec les mêmes outils, les mêmes consommables que pour les vaccins AstraZeneca et Janssen seront utilisés. Les seringues d'1 litre avec les aiguilles orange 25 gauge 2,5 cm. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que il y a une expérimentation qui est menée à partir de la semaine prochaine en Moselle. Alors pourquoi en Moselle? Parce qu'il y a une prévalence importante du variant sud-africain et on sait que le Moderna est actif et protège du variant sud-africain. Cette expérimentation va toucher 259 officines et 784 médecins qui vont être concernés pour à peu près 6000 doses. Et si l'expérimentation est concluante, il y aura une généralisation du Moderna en ville dès le mois de juin. On espère plus tôt, mais a priori, dès le mois de juin, d'après les pouvoirs publics, on pourra généraliser cette dispensation du Moderna. Pour l'instant, les modalités de l'expérimentation ne sont pas encore connues. Elles devraient démarrer la semaine prochaine, et en particulier la traçabilité. Parce que vous avez bien compris que le souci qu'on a, c'est qu'à partir du moment où le vaccin est décongelé, nous devons réétiqueter ce vaccin. Il est produit avec une date de péremption donnée pour une conservation à moins 20 degrés. Dès lors qu'il est décongelé, la date de péremption va être de 30 jours. Donc, il va falloir que l'on réétiquette ce vaccin. Donc, le vaccin va être livré à moins 20 degrés chez le grossiste. Chez le grossiste, il sera stocké à moins 20 degrés. Par contre, dès qu'il va quitter le grossiste, le transport se fera comme les vaccins classiques, entre 2 et 8 degrés. Donc, il va falloir que nous, on ait connaissance de cette date et de cette heure de sortie. Comme on l'a d'ailleurs pour les vaccins Pfizer, quand on va livrer les EHPAD, on a connaissance de l'heure et de la date de sortie, de façon à pouvoir réétiqueter le vaccin et pouvoir mettre une date de péremption que de 30 jours. Le tarif, a priori, pour l'acte de vaccination sera le même pour le vaccin Moderna que pour les autres vaccins. Mais à l'USPO, on a toujours milité, et de façon très insistante, et parfois même les pouvoirs publics trouvent qu'on est très insistant, pour qu'on n'ait pas la capacité de ne faire que le Moderna, mais aussi le Pfizer. Pourquoi le Pfizer? Parce que si on est capable de gérer le Moderna avec la chaîne du froid qui va autour, on est capable de gérer le Pfizer. Si des EHPAD sont capables de gérer le Pfizer, si des centres de vaccination avec des frigos de cantine sont capables de gérer le Pfizer, le pharmacien est capable de le faire avec un frigo qui est qualifié. Je vois pas pourquoi. Et pourquoi nous limiter alors qu'on a une arme qui est beaucoup plus puissante, alors pas beaucoup plus puissante en termes de protection, mais beaucoup plus puissante en termes de quantité. En juin, on va recevoir à peu près 600 000 doses de Moderna par semaine, contre 4 millions de Pfizer. Pourquoi on se prive des 4 millions de Pfizer mensuels? En septembre, les doses vont s'être calibrées pour être à peu près à 2,5 millions chacun par semaine. Pourquoi on ne nous donne pas cette possibilité? C'est vraiment pas juste et inadmissible. Si on devait faire juste une conclusion, ce serait de dire que, et à défaut d'être bientôt tous vaccinés, j'ai bien peur que nous avancions longtemps masqués. Alors, je voudrais juste rajouter peut-être une chose par rapport aux infirmiers qui maintenant peuvent prendre les vaccins. Ils ont la possibilité aussi de prescrire de l'adrénaline quand ils font l'acte de vaccination, et la facturation se fait en facturation professionnelle, bien sûr, pas en facturation sur un patient. Ok, alors, les questions. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à récupérer des personnes à vacciner avec le vaccin AstraZeneca, c'est très compliqué, que les listes d'attente s'amenuisent. J'ai aussi beaucoup de demandes sur est-ce que vous êtes certain qu'il y aura des flacons pour les rappels? Et est-ce qu'il ne faut pas stocker les vaccins dès à présent pour les rappels? Alors, deux questions. La première question, c'est oui, premièrement, on a tous fait cette constatation-là que nos listes d'attente sont de plus en plus réduites et qu'on a de plus en plus de difficultés à vacciner et que les gens ont de plus en plus de défiance par rapport à l'AstraZeneca. Ça n'empêche qu'il faut qu'on continue, il faut quand même qu'on sorte notre bâton de pèlerin et toute dose que l'on va pouvoir injecter, ce sera une personne protégée et en termes individuels, ce sera bien pour elle et en termes collectifs aussi, l'immunité collective sera plus vite atteinte, donc c'est important. Après, le gouvernement nous a promis que les doses de rappel sont prévues et seront livrées en temps et en heure. Les doses que vous commandez doivent être destinées à être injectées, pas à être stockées. Ça vaut également pour les médecins. Hein.
Et les médecins, il faut leur faire passer ce message, parce que certains ont tendance un petit peu à stocker pour le mois de juin. Et le rappel, je ne sais pas si Pierre l'a dit, mais c'est bien 12 à 12 semaines. Hein. L'optimisation de l'AstraZeneca, c'est entre 9 et 12. Et le professeur Fischer préconise 12 semaines parce que du coup, la réponse est bien meilleure à 12 semaines. Et dans 12 semaines, on va commencer à arriver en juillet. Voilà. Et là, ça commence à interroger un certain nombre de personnes, y compris d'ailleurs les retraités qui travaillent dans les centres. Ça commence à inquiéter parce que ce que disait Pierre, les volumes de Pfizer sont importants. Donc nous, on dit, mais on sait faire. On a vacciné même pas 10% de notre potentiel. Voilà. On nous a utilisé à même pas 10% de notre potentiel, alors que l'on fait le Stade de France, Nice, le Stade de Vélodrome et compagnie, avec des personnes qui, voilà, sont formées sur le tas. Et comme on dit, si les pompiers sont dans les centres de vaccination, qui c'est qui va éteindre les incendies pendant l'été, quoi. Donc on veut le Pfizer. Ça, c'est une des devises de l'USPO depuis le début de la campagne de vaccination. Hein. On se bat depuis le début. Début janvier. Contre vents et marées. Quel est le problème derrière la question? Excuse-moi, vas-y, Bénédicte, j'allais dire une Non, bêtise. Vas-y, finis. Je vais dire, et pas que contre vents et marées la plupart du temps. Quel est le problème derrière la question de l'existence d'un problème d'hémostase dans le questionnaire prévaccinal? Est-ce que c'est seulement pour éviter les saignements? Y a-t-il un rapport avec les thromboses? Non. Non, c'était simplement c'était lié à l'injection. Un problème de trouble de la coagulation, quelqu'un qui est hémophile, voilà, ça faisait partie des critères qui étaient contre-indiqués, mais pas liés aux thromboses. D'ailleurs, on s'aperçoit que sur les cas de thrombose, d'ailleurs, elles sont qualifiées d'atypiques. Thrombose digestive, hein, thrombose cérébrale. Enfin bon. Et on n'arrive pas à faire un lien, parce que les cas sont très peu nombreux, avec une catégorie ou des antécédents médicaux. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, derrière le mot thrombose, alors on entend, mais moi j'ai des varices, hein, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et donc du coup ça inquiète énormément. Mais toutes les études qui sont remontées des différents pays où la pharmacovigilance fonctionne bien, eh bien les pouvoirs publics ne savent pas dire si c'est plutôt homme-femme, si c'est avec tel type d'antécédent, c'est vraiment trop rare pour arriver à détecter un signe qui pourrait déclencher derrière une contre-indication. Donc, hémostase, c'était lié à l'injection. Et ensuite, vous vous rappelez que ceux qui sont sous anticoagulants, il n'y a pas de contre-indication. Simplement, il faut faire un point de pression de 2 minutes après avoir injecté. Est-ce que vous pouvez revenir sur la vaccination des personnes qui ont déjà eu la Covid? Donc, est-ce qu'il faut vacciner une fois, 2 fois? Quand? Est-ce que voilà. Alors, la personne qui a déjà eu la Covid, on considère que la maladie est la première dose de vaccination. Pour faire simple, on considère que la maladie est la première dose de vaccination, qui est de toute façon avec une quantité produite d'anticorps bien plus importante qu'avec une injection de vaccin. Et on fait une seule dose de rappel entre 3 et 6 mois. Voilà, c'est ce qui est prévu. Maintenant, si la personne a 2 doses, ça ne va pas la tuer. C'est tout à fait possible. Et il y a des gens qui ont eu un Covid asymptomatique et qui du coup ont eu 2 doses. Ça ne leur a pas posé plus de problèmes que ça. Mais la règle, c'est on a eu un Covid, 3 à 6 mois après, on a une deuxième dose. On a une première dose, donc une deuxième dose d'antigène dans le corps. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'autoprescription par les infirmiers de l'usage de l'Anapen? Donc, les infirmiers ont le droit de s'autoprescrire de l'Anapen, donc elles doivent se faire une prescription qui ne sera pas prise en charge par l'assurance maladie. C'est une facturation en frais professionnels, comme elles peuvent vous demander des compresses pour leur usage professionnel ou des seringues ou je ne sais quoi, tout ce qui peut être nécessaire à leur usage professionnel.
Mais comme c'est la prescription médicale obligatoire, elles ont une dérogation pour pouvoir travailler tout simplement. Est-ce que je peux vacciner avec AstraZeneca dans le cas d'une arythmie? Donc peut-être expliquer les contre-indications. Il n'y a pas de contre-indication, hein. Si mes souvenirs sont bons, bon, il y a les femmes enceintes, il faut que ce soit une prescription. Sur l'autre contre-indication, c'est bien sûr les chocs anaphylactiques, hein. Bon, là, on est dans le cadre médical. Le trouble de l'hémostase, c'est pas forcément contre-indiqué, mais c'est sous directement surveillance médicale. Voilà. La seule contre-indication, c'est le choc anaphylactique. Après, c'est les patients sous condition, si mes souvenirs sont bons, Pierre, tu vérifies que j'oublie rien, c'est femme enceinte et troubles de l'hémostase. Et ensuite, il y a le critère d'âge à respecter, qui est la barre des 55 ans. Et maintenant, il n'y a plus de critères de comorbidité pour pouvoir vacciner. Au-dessus de 55 ans, jusqu'à 60 depuis vendredi, c'est obligatoirement de l'AstraZeneca ou du Janssen s'il arrive sur le marché. Et au-delà de 60 ans, on peut vacciner avec tous les vaccins, y compris l'AstraZeneca. Quelle est la conduite à tenir lorsqu'un patient vacciné avec une première dose a été positif à la Covid entre le laps de temps avec la deuxième injection? Quand est-ce qu'il faut lui injecter? Là, on retombe dans le même cas que la personne qui a fait une infection Covid. La deuxième dose se fera 3 à 6 mois après. Il y avait aussi une doctrine qui disait que dès que la personne avait plus de symptômes, on pouvait injecter aussi. Je pense que maintenant, c'est 3 à 6 mois après. Ouais. Mais c'est pas très clair, hein, sur ce point. Il faudrait qu'on revoie les avis de l'HAS parce qu'ils ont évolué. Et donc redemander une précision à l'HAS sur ce point, s'il y a eu un Covid après la première injection. Donc j'avoue que là, c'est pas clair, l'HAS. Pas clair. Non. Je regarde parce qu'il y a pas mal de questions. Alors j'essaie de trouver. Les grouper. Ouais, pas très simple. Juste pendant que tu regroupes, Bénédicte, parce que vous avez bien vu qu'on décolère quand même pas d'une fait de ne pas avoir le Pfizer. Juste encore un petit point qui va dans le même sens. Les centres de vaccination coûtent très cher. On a posé par 2 fois la question à l'assurance maladie de connaître le prix d'une injection fait par un centre et fait par un professionnel de santé. Ils n'arrivent pas à nous donner de réponse. Alors, quand on sait que le quoi qu'il en coûte a une limite, surtout pour l'assurance maladie, et qu'ils sont en train de vouloir nous payer un prélèvement nasal à 1,90 €, donc rien du tout, et en nous disant qu'il faut faire des économies, et quand on annonce ce qu'on lit dans la presse sur le coût des centres de vaccination, je ne comprends pas qu'on ne donne pas aux professionnels de santé de proximité un acte que tous les patients veulent et qui en plus sera bien moins coûteux pour la société. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut récupérer les doses des professionnels de santé ne voulant pas vacciner en leur nom lors des commandes? Oui, mais il faut être, je dirais, voilà, il faut poser la question au médecin, voilà, en disant, bon, tu as un flacon, tu viens pas le chercher, tu vas en avoir encore besoin ou pas. Si vous dites non, je vaccine pas ou je vaccine plus parce que j'ai pas assez de monde, mais faites-lui refuser le vaccin et vous pouvez bien sûr l'utiliser. Mais ne l'utilisez pas en disant, il n'est pas venu le chercher, l'utiliser, non, il faut l'avertir. Et pensez bien à facturer, hein, à 3,45 € les flacons que vous délivrez aux médecins, hein. Parce que certains font croire que ce sont les pharmaciens qui stockent les vaccins, parce qu'ils regardent bien sûr le nombre de vaccins, de flacons facturés aux médecins. Et si vous ne facturez pas, eh bien, tout le monde croit que c'est les pharmaciens qui les ont gardés. Aujourd'hui, le taux d'injection des vaccins, c'est à peu près 70% pour les médecins et pour les pharmaciens. 15% pour les infirmiers. Donc, ça veut dire que les autres stockent. Les 30% sont stockés. Et nous, on a expliqué que pour les pharmaciens, le stockage, nous, on n'en avait pratiquement plus, quoi.
Sauf que là, maintenant, effectivement, les pharmaciens nous disent que c'est difficile de remplir les paquets des groupes de 11 ou de 12 patients, c'est un petit peu plus difficile. Bon, on se rappelle qu'on peut garder le flacon quand même, c'est 6 heures préconisées, mais on peut allonger à condition de le garder dans le frigo. Donc, c'est un petit peu plus difficile, hein. C'est pour ça que travailler en groupe avec des médecins et dire, bon, mais si toi tu vaccines, moi j'avais 2 patients, je te les fais passer, ou toi, nous on vaccine, si tu avais 2 patients en réserve et tu nous les envoies, ça peut être une bonne stratégie. Finalement, doit-on faire le retour veineux pour être sûr de ne pas être en intravasculaire? Certains médecins nous disent qu'il faut absolument le faire, d'autres nous disent que c'est interdit. Non, non, c'est pas dans les recommandations. Cette idée de dire que la thrombose se fait parce qu'on était dans une veine n'a absolument pas été prouvée. C'est quelque chose qui a circulé, mais qui n'est pas étayé par des données scientifiques, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, vous savez, il y a toujours des gens qui préconisent des choses sans vérifier. Non, pour l'instant, en tout cas, on n'a aucune recommandation de la Haute Autorité de Santé nous disant qu'il faut faire le retour vérifier qu'on n'est pas dans une petite veine. D'ailleurs, dans les tutos qu'on avait mis à disposition sur le site de l'USPO, il n'était pas recommandé de faire, il n'a jamais été recommandé de faire le retour veineux. Pas plus que pour le vaccin grippe d'ailleurs. Non. Beaucoup de questions sur la deuxième dose si la personne est infectée. Donc ça, on va poser la question. Peut-on injecter le Janssen à une personne qui a déjà eu la Covid? Peut-on injecter le Janssen si la personne a eu le Covid? Mais c'est les mêmes conditions que pour les autres vaccins, hein. Pareil, hein. Donc il faut attendre un délai de 3 à 6 mois. Beaucoup sur les contre-indications, pareil, ça on l'a déjà dit, hein, sur les contre-indications, ça revient beaucoup. Les contre-indications, en fait, vous avez le questionnaire, hein, que vous remplissez quand vous accueillez le patient, hein. Donc là, vous avez des questions qui sont posées, ça n'entraîne pas de contre-indications, mais voilà, il faut bien suivre ce questionnaire et bien le remplir. Et bien sûr enregistrer sur la plateforme vaccination. Bon, il y a eu quelques petits ratés, quelques petits moments de panne, et globalement ça marche assez bien, hein, avec bien sûr le vaccin, bras gauche, bras droit, le numéro de lot, l'édition. Normalement, les grossistes doivent vous donner, quand ils vous livrent, une petite étiquette avec le lot du vaccin que vous allez pouvoir coller sur la feuille, les 2 feuilles que vous rendez au patient, hein, la feuille de vaccination, l'attestation comme quoi il a été vacciné avec tel vaccin, etc. Donc vous pouvez coller cette petite étiquette sur cette feuille avec votre signature. Voilà, et puis déjà prévoir avec les patients les prochains rendez-vous, sachant qu'on commence à arriver sur le mois de juillet. Donc faites attention pour les patients qui partent en vacances. Franchement, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, parce qu'après les questions, on y a déjà répondu. Je voudrais juste redire encore une petite chose, je veux dire, moi j'étais vraiment très fier de notre profession qui s'était investie vraiment dans la lutte contre la Covid, en désorganisant la plupart du temps même nos officines, parce qu'entre les tags, entre la vaccination qui sont chronophages l'un comme l'autre, ça demandait à ce que les officines se désorganisent et se réorganisent pour pouvoir répondre à ces missions. Et ils l'ont fait. Quand on voit que 16 000 pharmaciens injectent, c'est quand même énorme. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est la preuve qu'on peut compter sur notre profession quand il s'agit de mettre la main à la pâte pour lutter contre, prendre lutte dans cette crise et dans toute crise sanitaire. Et je pense qu'on a marqué des points vis-à-vis des autorités. J'espère qu'on saura transformer cet essai. Juste un dernier point. Pfizer, nos confrères de la Réunion et de Mayotte sont aujourd'hui l'AstraZeneca et le Janssen, enfin l'AstraZeneca, pardon. L'AstraZeneca n'est pas prévu pour
l'île de la Réunion et l'île de Mayotte, puisque là-bas, c'est prédominance sud-africaine. On se retrouve un peu dans le même cas, mais beaucoup plus grave que la Moselle. Et donc, ils sont en train de tester également la vaccination à travers l'officine par le Pfizer. Donc, on va voir le retour d'expérience de nos amis réunionnais et peut-être mahorais s'ils s'engagent dans cette vaccination, sachant que c'est un petit peu plus compliqué à Mayotte, mais je sais qu'ils vont y arriver. Et là, ils vont vacciner beaucoup de jeunes parce que je dirais la moyenne d'âge à Mayotte est beaucoup plus faible que dans le reste de la France. J'ai aussi eu pas mal de questions sur le fait de faire la deuxième injection dans un endroit différent de l'endroit où ils ont fait la première injection. Par exemple, dans une autre pharmacie, si c'est les vacances, ou chez la pharmacie alors qu'ils ont fait chez le médecin, etc., etc. Est-ce que c'est autorisé? Oui, oui, c'est autorisé, mais bon, voilà, il faut une traçabilité de tout ça, et oui, oui, c'est autorisé, bien évidemment. Mais la préférence, c'est quand même de s'assurer, puisque les doses vont arriver au même endroit, et donc la préférence, c'est bien évidemment de pouvoir vacciner au même endroit pour sécuriser l'approvisionnement de la seconde dose. Et c'est autorisé, ça va pas poser problème, puisqu'on voit bien qu'il y a des centres éphémères qui ont vacciné une première injection et qu'on dit aux patients, bah, vous irez faire le rappel chez votre pharmacien ou chez votre Oui, médecin. Donc, oui. voilà, c'est autorisé. Après, il va falloir en tenir compte dans les doses qu'on commande.